Donc, on a la chance d'avoir le professeur Castéra de l'hôpital Beaujon qui va nous parler un peu de classification, diagnostic, comment renommer les maladies du foie. C'est ça, Laurent? Je vais Presque. parler de classification et de diagnostic. Alors tout d'abord, bonjour. Donc personne n'est parfait. Moi, je suis hépatologue, donc je suis amené à voir des patients en situation d'obésité, mais mon intérêt initial, c'est le foie. Et je vais essayer de vous parler un petit peu de cette maladie dont vous avez entendu parler, qui s'appelle la NASH, la MASH, ou plutôt la maladie du foie gras. Alors, parmi les complications médicales de l'obésité, il y a le foie gras non alcoolique. Et pourtant, c'est une maladie, vous voyez, les spécialistes ont du mal à la nommer, c'est une maladie méconnue et la majorité des patients ne sont pas adressés aux spécialistes. La raison, c'est que la plupart sont asymptomatiques, comme dans toutes les maladies chroniques du foie. La plupart ignorent cette maladie et surtout, on n'a pas de marqueur diagnostique simple, comme dans l'hépatite C avec une PCR, par exemple. Juste quelques définitions. Donc, la NAFLD ou la maladie du foie gras, c'est la stéatose hépatique. La NASH ou la MASH, c'est la forme avancée de la maladie du foie gras. Et ça a été en fait décrit il y a 45 ans à la Mayo Clinic par un anatomopathologiste chez des femmes qui, pour la plupart, étaient en situation d'obésité et diabétique et qui avaient en fait à la fois du gras dans le foie, de l'inflammation, ce qu'on appelle de la ballonisation, c'est-à-dire de la souffrance des hépatocytes. Et à l'époque, on l'avait appelé NASH, non-alcoolic steatohepatitis, parce que ça ressemblait à ce que donnait l'alcool, sauf que ces femmes ne buvaient pas. Et personne n'y croyait. Donc, la stéatose, c'est le grand ensemble, et le sous-ensemble, c'est la MASH. Alors, la nomenclature. Il y a 2 ans, sous l'impulsion des sociétés américaines, on a changé. Maintenant, c'est Steatotic Liver Disease, qui veut dire la stéatose en général. La maladie alcoolique du foie, la MASLD, et entre les deux, ce qu'on appelle la MET-ALD, c'est-à-dire qu'on a des facteurs de risque métabolique, mais on a une consommation d'alcool à risque. Et puis, il y a les causes rares. Donc, la MASLD, Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, essayez avec vos patients, à mon avis. Donc, moi, je parle de maladie du foie gras. La stéatose, et il faut au moins un facteur de risque que vous connaissez bien, l'obésité, la dyslipidémie, l'hypertension et le diabète de type 2. Les 2 principaux, c'est ceux-là. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. N'oubliez pas l'alcool, qui est toujours en embuscade quand on parle de maladie du foie. Et je vous ai dit, ça peut s'associer. Alors, pourquoi dépister ? Parce que c'est fréquent. Vous voyez, une méta-analyse sérieuse, 10 millions de sujets à l'échelle mondiale, et c'est à peu près 30% en moyenne de patients qui ont le foie gras, et la plupart l'ignorent. Quand on regarde... J'ai un problème avec la... Pardon. Quand on regarde chez les patients en surpoids ou en situation d'obésité, vous voyez que c'est beaucoup plus important, c'est au moins 2 fois plus important, entre 70 et 75% qui ont le foie gras. Alors, juste... l'histoire naturelle, vous voyez, en fait, on commence avec un foie sain, ensuite on a la fameuse MASH, donc l'inflammation, et là, c'est vraiment un petit peu le tournant évolutif. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens qui ont le foie gras ne vont pas développer une MASH. C'est 10 à 20%. D'accord ? Et ceux-là, ils sont à risque de développer une fibrose et une cirrhose. Les complications, vous voyez, c'est des varices ésophagiennes, de l'acide, c'est-à-dire de l'eau dans le ventre, la jaunisse, l'encéphalopathie, les infections, l'insuffisance rénale, et puis le cancer primitif du foie. Alors, pour mettre ça en chiffres, vous voyez, en France, 50 millions d'adultes, à peu près 10 millions ont le foie gras, et je vous ai dit, la plupart l'ignorent. Environ 1 million la NASH ou la MASH, 100 000 une cirrhose, et parmi ces patients cirrhotiques, environ 3 000 tous les ans vont développer un cancer primitif du foie. La mortalité, elle est liée à la sévérité de la fibrose. La mortalité hépatique, sans surprise, mais également la mortalité toutes causes confondues, et notamment cardiovasculaire. Donc le challenge en pratique, c'est d'identifier les patients, parmi ces 30%, ceux qui vont évoluer, ceux qui ont une fibrose sévère. Donc ça ressemble un peu à ça. Comment dépister ? Alors en pratique, c'est le bilan hépatique, l'échographie, la biopsie du foie. Donc les 2 premiers, c'est du domaine du généraliste
ou de l'endocrinologue. La biopsie du foie, c'est ce que les hépatologues font depuis 50 ans. Les circonstances de découverte, c'est soit du gras dans le foie, de façon fortuite, soit des anomalies du bilan hépatique, des gamma-GT ou des transaminases élevées, et aussi une hyperferritinémie qu'il ne faut pas oublier, qui est souvent prise à tort pour une hémochromatose. Alors les transaminases, vous voyez, c'est une étude assez ancienne. Ils avaient testé à l'époque par l'ancêtre de l'IRM-PDFF, et en fait, il y avait 20% des patients qui avaient des transaminases élevées. Donc la plupart avaient des transaminases normales. Donc si vous comptez sur les transaminases, vous allez passer à côté de beaucoup de patients. Et quand on regarde par rapport à la sévérité aussi de la maladie, notamment, vous voyez, la fibrose, en fait, on peut avoir une cirrhose avec des transaminases normales. Donc les transaminases, les tests hépatiques sont des mauvais guides. Quand on regarde par ailleurs les transaminases, les gamma-GT, l'INR, l'albumine, enfin ce qu'on utilise, si vous pensez que vous allez dépister la cirrhose avec ça, vous voyez, la sensibilité, elle est à moins de 50%. Donc vous avez loupé plus d'un patient sur deux. Donc clairement, ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Alors, juste pour revenir à mon schéma, la fibrose, c'est un continuum. Vous voyez, avant d'atteindre la cirrhose, on passe par différents stades qu'on a définis, F0, F1, F2, F3, F4. C'est à F3, F4, ce qu'on appelle la fibrose avancée, que ça se complique. N'oubliez pas que pendant des années, voire des siècles, on faisait le diagnostic de cirrhose décompensée. Et encore actuellement en France, la plupart des cirrhoses sont diagnostiquées à un stade décompensé. C'est-à-dire les patients qui sont jaunes, l'acide, c'est l'image d'Épinal de la cirrhose. D'accord ? Donc le diagnostic était clinique. La biopsie hépatique qui est arrivée il y a une cinquantaine d'années a permis de définir ces différents stades de fibrose. On ne va pas faire des biopsies hépatiques à 30% de la population. Et clairement, maintenant, on est dans l'ère des méthodes non invasives que je vais vous détailler. Donc, il y a des tests sanguins, vous voyez à gauche, le FIB4 pour ceux qui en ont peut-être entendu parler, ou l'APRI, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais en fait, c'est des formules assez simples, en général avec les transaminases et des plaquettes. Il y a des tests spécialisés, celui qui est connu en France, c'est le fibrotest de Thierry Poinard à la Pitié-Salpêtrière, il y a maintenant une vingtaine d'années. Il y en a d'autres, le ELF et le fibromètre. Et puis, parmi les techniques d'imagerie, il y a l'élastographie, que vous connaissez sous le nom de FibroScan. Le FibroScan, c'est le nom commercial de la machine, et c'est le pionnier en France, et c'est une technologie française également. Et il y a d'autres challengers, vous voyez, des modules d'élasticité hépatique sur de l'échographie et de l'élasto-IRM. Ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte d'utilisation. Vous voyez que je vous ai mis les tests comme le FIB4, on va s'en servir en soins primaires. L'élasto-IRM, c'est du domaine de la recherche. Donc ça, c'est ceux qui sont le mieux validés. Et je vais surtout vous parler du FIB4 et du FibroScan. Donc le FIB4, c'est simple. C'est l'âge des transaminases et des plaquettes. Ça ne coûte rien. Vous pouvez le faire lundi prochain. Et vous voyez qu'on le calcule. Vous calculez sur votre téléphone. Et en fait, quand c'est inférieur à 1,3, la valeur prédictive négative est de 95%. En d'autres termes, vous allez louper 5% des patients avec une fibrose avancée ou une cirrhose. Donc c'est quand même assez pratique. Le FibroScan, pour ceux qui ne sont pas familiers, ça ressemble à ça. C'est un peu comme un échographe, sauf qu'on peut le déplacer avec une sonde. Et pourquoi je vous ai mis un camembert ? Parce qu'initialement, cette technologie était développée en fait pour l'agroalimentaire. Quand vous allez chez le fromager, qu'est-ce que vous faites ? D'accord, donc là, l'idée, c'était ça. Nous, les hépatologues, maintenant, on n'examine plus les malades, mais avant, quand le foie était dur, et à bord inférieur tranchant, on disait qu'il y avait une cirrhose. Alors, vous voyez, c'est très facile. Ça se fait, c'est complètement indolore, c'est rapide. Ça se fait au lit du malade ou en consultation. Tous les services d'hépatogastro en France en ont. Et surtout, les résultats sont immédiats. Voilà comment ça vient. Ce qu'il faut regarder, c'est le chiffre à droite, et qui est ce qu'on appelle des kilopascals et de l'élasticité. Alors, juste pour vous donner une petite idée, vous voyez que l'échelle va de 2 à 75. Le foie normal, c'est 5. À partir de 10, on a une maladie chronique du foie. Au-delà de 20, on a probablement une cirrhose. Donc vous avez compris que c'est le diagnostic minute de cirrhose en consultation. Néanmoins, il y a des limites, notamment en cas d'obésité sévère. C'est une étude assez ancienne, mais soit il y a des échecs de mesure, soit des résultats non fiables, à un taux quand même assez élevé. Et donc au-dessus d'un IMC à 35, les résultats ne sont pas fiables. Donc, comment on va faire en pratique ?
En fait, vous avez compris que les tests sanguins, et notamment les transaminases, ça ne marche pas très bien. Donc il faut raisonner en termes de facteurs de risque et d'âge. Avant 40 ans, c'est rare d'avoir une maladie chronique du foie. Mais quand on a les facteurs de risque, et notamment le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, les autres facteurs de risque, la probabilité d'avoir un foie gras augmente avec le nombre de facteurs de risque. Donc la façon dont on va faire, c'est un algorithme séquentiel. On commence par un test simple. C'est le principe du cancer colorectal. On commence avec un test facile, pas coûteux. On peut éliminer à peu près 70% des gens. Et ensuite, chez les gens positifs, on va faire un deuxième test. Alors, ce n'est pas une coloscopie, je vous rassure. Le FibroScan, c'est vraiment assez facile. Ça, c'est les premières guidelines qui ont été publiées, vous voyez, maintenant, il y a presque 5 ans. Donc, je ne vous les détaille pas, on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Mais en fait, avec ces deux tests, vous allez pouvoir identifier les patients. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, des deux côtés de l'Atlantique, les sociétés d'hépatologie, comme le ASL, de gastroentérologie et endocrinologie, ont les mêmes guidelines. Donc ça, c'est très important. Parce que quand vous allez dans votre pays, quand vous allez voir votre biologiste, vous dites voilà, on peut utiliser le FIB4 et le FibroScan parce que c'est reconnu par toutes les guidelines. Je voudrais juste, il me reste 2 minutes, ça va être dur. Donc les diabétiques sont aussi parce que et souvent les facteurs de risque se chevauchent et ils sont souvent en situation d'obésité. Là encore, la prévalence du foie gras est très importante. Vous voyez, c'est 2/3 des patients. Ça, c'est notre expérience dans le programme Quid-NASH, auquel Sébastien Tchernikov, que j'ai oublié de remercier pour l'invitation, donc j'en profite, a participé. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'attendre que les diabétologues nous envoient les patients en hépatologie, ce qui n'arrivera jamais, on s'est dit, nous, hépatologues, avec Dominique Vallat, on est allé en diabétologie voir les patients. Vous voyez, on en a vu 700. Pas tous les deux, je vous rassure. Il y avait 4 centres, dont l'HEGP. Et on a été assez fous pour leur proposer. Donc, c'est des gens qui viennent pour leur bilan annuel, une biopsie hépatique. Alors, on est un peu senior, donc on a réussi, je pense, un peu à les convaincre. Et en fait, vous voyez les taux de transaminase qu'on a pris 20 unités chez les femmes, 30 unités chez les hommes. Je pense que pour la plupart, vous considériez que c'est des transaminases normales. Donc au début, c'est un peu frotté au CPP. Ils se sont dit, mais vous allez faire des biopsies à des gens qui ont des transaminases normales. Oui, mais ils ont un facteur de risque majeur. Regardez le résultat. Tout venant, 330 biopsies, relues de façon centralisée par Pierre Bedossa. 2/3 ont une NASH, 1/3 ont une fibrose sévère, voire une cirrhose. Je vous assure que nos collègues, au début, ils n'y croyaient pas. Ils disaient, vous avez guéri l'hépatite C, maintenant vous avez inventé cette nouvelle maladie. Et quand vous arrivez en disant que le patient que vous suivez depuis 10 ans, il a une ou elle a une cirrhose, ça change la donne. Alors, je vais passer là-dessus c'est des données récentes, mais on n'a pas le temps. Il y a d'autres messages plus importants à délivrer. Alors, quelques perspectives avant de conclure. Premièrement, vraiment un souci avec la télécommande. Donc l'élasticité hépatique, ce qu'on mesure avec le FibroScan, ça prédit les complications aussi bien que la biopsie du foie. Donc là, on rentre dans un nouveau monde. On fait une transition. Dans mon centre, on faisait 1000 biopsies du foie par an. C'était le temple de la biopsie du foie. Et vous voyez, que là, c'est du sérieux, c'est une méta-analyse, 2500 patients. Quand on regarde par rapport à la biopsie, on fait aussi bien pour prédire les complications. Par ailleurs, je vous ai dit, les valeurs vont de 2 à 75. Au-delà de 10, c'est le tournant évolutif. Tous les patients en dessous de 10, il ne va rien se passer. Quand on les suit, il ne va rien se passer. Au-dessus de 10, c'est là où les choses commencent. Et plus, bien sûr, l'échelle est importante, c'est une échelle de probabilité, et plus le risque augmente. Et donc, en pratique, vous voyez, à partir de 20, la probabilité d'une cirrhose, c'est à peu près 90%. Et ensuite, quand on est à 50, là, la plupart du temps, c'est des patients décompensés. Donc, avec cet examen, qui est ce qu'on appelle du point of care, c'est-à-dire que des résultats immédiats, on arrive à faire de la stratification de risque chez les patients. Je ne veux pas déflorer le topo de Gabriel, mais juste pour vous dire, vous n'ignorez pas qu'il y a désormais 2 traitements qui ont été approuvés aux États-Unis. Le resmetirom sous le nom de Resdifra,
qui est un agoniste du récepteur bêta de la thyroïde, et le sémaglutide que vous connaissez bien. Et il y en a un déjà qui est approuvé en Europe, et probablement que le sémaglutide va être approuvé pour la NASH l'année prochaine. L'élément important, et ça rejoint ce que je vous ai dit, les études reposaient sur la biopsie. La biopsie n'est pas recommandée quand vous regardez le label de la FDA. Ça veut dire que les tests non invasifs sont en train de devenir les critères pour sélectionner les futurs patients pour les traitements. Et vous voyez les guidelines américaines qui sont montrées là. Donc mes messages, la prévalence est très élevée et en augmentation. Les patients ayant une fibrose avancée sont ceux qui sont le plus à risque de développer des complications et qu'il faut identifier. Pour ça, je vous ai, j'espère, convaincu qu'on a des algorithmes assez simples, séquentiels, que vous pouvez utiliser en pratique. Et surtout, les tests non invasifs vont devenir le nouveau standard pour sélectionner les patients pour les traitements pharmacologiques. Donc clairement, la collaboration entre spécialistes qu'on a fait dans les cadres de l'étude Quid-NASH est clé pour nos patients. Et je veux vous remercier pour votre attention. Et juste en profiter pour attirer votre attention, j'ai le privilège et la chance d'organiser un meeting international consacré au foie, qui sera au mois de janvier à Paris. Et en fait, dans ce meeting, il y aura bien sûr une journée consacrée à la maladie du foie gras et aussi des symposiums sur l'obésité et les nouveaux traitements. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait venir. Merci encore pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent.